Vous pensez connaître Dracula? Le vampire élégant, le séducteur nocturne? Oubliez tout. La véritable histoire est bien plus terrifiante que n'importe quelle fiction. Aujourd'hui, on plonge dans les chroniques macabres pour déterrer la vérité sur l'homme qui a inspiré la légende. Vlad III, prince de Valachie. Un nom qui, à lui seul, faisait trembler l'Europe du XVe siècle. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On l'appelait Vlad l'Empaleur. Ce surnom, il ne l'a pas volé. Imaginez des forêts entières de pales, des milliers de corps empalés, agonisant pendant des jours. C'était sa signature, une méthode de torture et d'exécution d'une cruauté inimaginable. Mais comment un prince chrétien, un défenseur de l'Europe contre l'Empire ottoman, est-il devenu ce monstre? Pour comprendre, il faut remonter à son enfance. Né en 1431 en Transylvanie, Vlad et son jeune frère Radu sont très vite pris en otage par le sultan ottoman Murad II. C'était une pratique courante à l'époque pour s'assurer de la loyauté des vassaux. Pendant des années, le jeune Vlad a grandi à la cour ottomane. Il y a appris l'art de la guerre, la politique, mais aussi la brutalité sans limite. Il a vu de ses propres yeux ce que le pouvoir absolu et la peur pouvaient accomplir. Cette expérience l'a forgé, l'a endurci et a planté en lui les graines d'une haine féroce envers les Ottomans, mais aussi d'une paranoïa qui ne le quittera jamais. Quand il revient enfin en Valachie pour réclamer son trône, le pays est un chaos. Corrompu par des nobles traîtres, les boyards et constamment menacé par les puissances voisines. Vlad décide de faire le ménage, à sa manière. Sa première action en tant que prince? Un banquet de Pâques tristement célèbre. Il invite des centaines de boyards, ceux-là même qu'il soupçonnait d'avoir trahi et assassiné son père et son frère aîné. Au milieu du festin, il leur demande combien de princes ils ont connus. Leur réponse, fière, scelle à leur destin. Certains en avaient bien connu des dizaines. Pour Vlad, c'était la preuve de leur instabilité et de leur traîtrise. La sentence fut immédiate et sans pitié. Les plus âgés furent empalés sur le champ, juste devant le palais. Les plus jeunes et les plus robustes furent forcés à marcher des dizaines de kilomètres jusqu'aux ruines d'un vieux château, le futur château de Poenari, que vous connaissez peut-être comme le vrai château de Dracula. Ils furent forcés de le reconstruire jusqu'à ce que leurs vêtements tombent en lambeaux et qu'ils meurent d'épuisement. Le message était clair. Avec Vlad Tepes, la trahison se paie par la mort. Cette purge sanglante n'était qu'un début. Vlad a instauré un régime de terreur pour asseoir son autorité. Le moindre vol, le moindre mensonge était puni de la manière la plus atroce qui soit. La plupart du temps, par l'empalement. Les chroniques de Crompa de l'époque, surtout celles écrites par ses ennemis saxons, décrivent des scènes d'horreur absolue. On raconte qu'il dînait parfois au milieu de ses victimes empalées, trempant son pain dans leur sang. D'où vient cette idée, selon vous? Simple propagande pour le diaboliser ou y a-t-il un fond de vérité? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment. Une histoire particulièrement glaçante est celle des émissaires ottomans. Refusant d'ôter leur turban devant lui par respect pour leurs coutumes, Vlad, en guise de respect pour leur foi, ordonna de leur clouer les turbans directement sur le crâne. C'était sa façon de montrer au puissant sultan que personne, absolument personne, ne pouvait lui manquer de respect sur ses propres terres. Mais sa plus grande et plus terrifiante démonstration de force fut sans doute ce qu'on appelle la forêt des empalés. En 1462, le sultan Mehmed II, le conquérant de Constantinople, arrive en Valachie à la tête d'une armée immense, bien supérieure à celle de Vlad. Il s'attend à une victoire facile, mais au lieu d'une bataille rangée, il découvre une vision d'apocalypse. Sur des kilomètres, le long de la route menant à la capitale de Vlad, Targoviste, se dressaient plus de 20 000 pales. Sur chacun d'eux, le corps en décomposition d'un prisonnier turc. L'odeur était insoutenable, la vision si horrible que même l'armée ottomane, pourtant habituée à la violence, fut secouée. Le sultan lui-même, horrifié, aurait fait demi-tour, admettant qu'il ne pouvait pas prendre les terres d'un homme capable de telles choses. C'est cet acte qui a définitivement scellé sa réputation dans toute l'Europe. Il était à la fois un héros pour certains, le rempart de la chrétienté, et un démon pour d'autres. Les pamphlets allemands et russes de l'époque le dépeignaient comme un monstre, un tyran sanguinaire. Ces histoires, imprimées et largement diffusées, sont la véritable source de la légende noire de Dracula. Alors, comment passe-t-on de Vlad l'Empaleur à Dracula le vampire? Le nom Dracula lui vient de son père, Vlad II,
qui était membre de l'Ordre du Dragon, une société de chevalerie créée pour défendre le christianisme. En roumain ancien, Drac signifiait dragon. Vlad II était donc Dracul, le dragon. Son fils, Vlad III, était Dracula, ce qui veut dire fils du dragon. Cependant, avec le temps, le mot drac a pris une autre signification en roumain. Diable. Dracula est donc aussi devenu le fils du diable. Un surnom parfait pour l'homme dont les actes dépassaient l'entendement. La transformation en vampire, elle, est beaucoup plus tardive. Elle est l'œuvre de l'écrivain irlandais Bram Stoker à la fin du XIXe siècle. En cherchant un personnage historique pour son roman de vampire, Stoker est tombé sur des récits concernant ce prince valaque du nom de Dracula. La cruauté, le surnom fils du diable, le décor de la Transylvanie, tout était là. Il a mélangé la brutalité historique de Vlad l'Empaleur avec les mythes et le folklore des vampires d'Europe de l'Est pour créer le personnage iconique que nous connaissons tous. Stoker n'est jamais allé en Roumanie, mais son imagination a suffi à lier pour toujours l'homme et le monstre. La fin de Vlad est aussi trouble que sa vie. Trahi par le roi de Hongrie, Matyas Korvin, il passe plus de 10 ans en prison. Il finit par être libéré et reprend brièvement le pouvoir en Valachie, avant d'être tué au combat contre les Ottomans en 1476. Sa tête fut coupée, conservée dans du miel et envoyée au sultan à Constantinople comme preuve ultime de sa mort. Son corps, lui, n'a jamais été formellement identifié. Certains disent qu'il a été enterré au monastère de Snagov, près de Bucarest. Mais lors de fouilles au XXe siècle, la tombe supposée était vide. Cette disparition mystérieuse n'a fait qu'alimenter la légende. Pourrait-il vraiment être revenu d'entre les morts ? Aujourd'hui, en Roumanie, Vlad Tepes a une image complexe. Il est à la fois un héros national, unificateur et défenseur de la nation, et le tyran sanguinaire qui a inspiré le plus célèbre des monstres. Un homme dont la cruauté n'avait d'égal que sa détermination à protéger son peuple et son indépendance. Alors, la prochaine fois que vous verrez un film de Dracula, souvenez-vous de l'homme derrière la cape. Un homme dont la réalité dépasse de loin la fiction. L'histoire est souvent plus effrayante que les contes de fées, n'est-ce pas ? Si cette plongée dans l'histoire macabre de Vlad l'Empaleur vous a plu, laissez un like et dites-moi en commentaire quelle autre figure historique terrifiante vous aimeriez que l'on explore. N'oubliez pas de vous abonner à Chroniques Macabres pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle chronique.